Prénom tout pitou, ouais, Olivia Weber, épouse de David Weber, 33 ans, je viens de Suisse, Suisse romande, au bord du lac Léman. Mon père a des origines suisse-allemandes, mais toujours vécu en Suisse romande. J'ai étudié à l'école hôtelière de Lausanne, j'ai travaillé dans le marketing et dans l'hôtellerie, et puis ensuite un petit passage en Haïti avec David, et boum, nous voilà à la Gorsaline. Moi, c'est David, 34 ans. Je suis d'origine haïtienne et suisse. Je suis né en Suisse, à Meyrin, dans le canton de Genève. Euh, Grandi en Suisse romande aussi. J'ai été élevé par un beau-père italien. J'ai commencé à travailler très tôt, vers l'âge de 15-16 ans. Et j'ai travaillé 15 ans dans la banque privée pour la plupart. Quand j'ai rencontré Olivia, j'ai fait une bonne grosse dépression, Mais pas à cause de moi. mais pas à cause d'elle. Et changement de vie, on a commencé un peu notre changement de vie à ce moment-là. On a préparé un projet pour Haïti, on est parti et en revenant, on cherchait un endroit où se poser parce qu'on n'avait pas du tout envie de revenir à nos vies d'avant. Et puis il se trouve que la ferme de la Gorsaline était disponible, c'est comme si elle nous attendait. Et puis on est venu s'installer là. Ça fait une année maintenant qu'on est ici à peu près. Bon, on est quand même tombés malades tous les deux, donc après des dépressions, je crois que c'est bien la preuve que la vie d'avant n'était pas si belle. C'était plus simple sur certains points, beaucoup plus routinier, beaucoup moins fun, beaucoup moins intéressant, un peu triste parfois. Elle manquait de cohérence, beaucoup. Je crois que c'est ça en fait qui me manquait le plus. Et puis c'est clair que matériellement c'était beaucoup plus confortable. Euh, mais pas forcément pour l'esprit en fait. C'était confortable matériellement, mais pas forcément pour l'esprit, ni pour le corps d'ailleurs, parce que c'était un peu la vie traditionnelle consumériste un petit peu. On était arrivé à un point où c'était plus possible de continuer. Il fallait qu'on change. Parce que c'est comme si cette vie-là, elle nous absorbait la vie qu'on avait envie d'avoir dans notre quotidien. Premier encart, le film demain. Ouais. Chamboulement de vie, de trajet, de parcours, d'horizon, de tout ce que tu veux. Découverte de la permaculture, découverte de toutes les possibilités, de tout ce qu'on pouvait faire nous à notre échelle, découverte d'une autre vie et de ce qui est possible de faire. D'un point de vue personnel, je pense que des déclics, il y en a eu plein à plusieurs niveaux, à plusieurs périodes. Le premier déclic, ça a été un rejet de ce que je faisais déjà dans mon travail. Ça a été un déclic qui a été assez brutal et qui a duré assez longtemps. Et puis après, il y a eu la rencontre avec Olivia, le fait qu'après ce film, elle ait eu envie de me suivre dans mes envies de commencer la permaculture. Ça a été aussi un déclic parce que finalement c'est ce qui nous a conduit à nous marier et puis à moi me faire comprendre que on pouvait cheminer ensemble et construire quelque chose puisqu'on avait déjà la même vision en fait, on regardait vers la même direction. Et puis après il y en a eu d'autres. Il y a eu cette conversion écologique d'abord, où on avait envie de changer notre façon de vivre pour être en cohérence avec nos valeurs qu'on avait reçues de nos parents, qui étaient des valeurs chrétiennes. Et il y a beaucoup de choses que je trouvais belles en fait dans la foi chrétienne, que je retrouvais pas forcément dans mon quotidien ou même des fois dans certaines églises. Où on enlevait complètement cette dimension de prendre soin de la nature. Et puis après cette conversion écologique, alors que moi je m'étais éloigné de la foi chrétienne, j'étais même plutôt anti-chrétien pendant très très longtemps, j'ai vécu une conversion spirituelle assez forte qui m'a encore plus conforté dans cet engagement écologique. Tout à coup, plein de choses prenaient sens.
on a commencé à redécouvrir la Bible en fait, par rapport à ce qu'elle nous demande de faire pour la création en fait. Dès les premiers chapitres de la Bible, il est question de prendre soin de la nature, il est question de biodiversité, il est question aussi d'être entouré de nature, parce que l'homme a été créé après la nature, et la nature elle a été créée pour que l'homme puisse y vivre en fait, pour qu'il y soit bien. Donc on avait envie d'approfondir un peu tout ça, puis on s'est lancé dans, dans cette aventure. L'idée ici, vis-à-vis de ce que David a dit, c'est de s'adresser à tout le monde, hein, bien sûr. On accueille tout le monde ici. Mais on se sent un petit peu la mission de parler aussi aux chrétiens et de leur montrer ce qui est possible de faire, en leur montrant des exemples tout simples à réaliser chez eux, et de montrer aux gens qu'on n'est pas malheureux, qu'on n'est pas... que c'est pas difficile de vivre de cette façon-là, au contraire, et que ça apporte beaucoup, et que c'est ce que la Bible nous dit de faire. Donc ça fait du sens, et on va pouvoir partager tout ça en fait avec eux. Quand on observe cette création et qu'on commence à comprendre un peu ces modes de fonctionnement, on comprend que le hasard n'existe pas, que tout a une raison d'être. Et c'est hyper riche d'enseignements en fait, d'observer à quel point la nature elle est sophistiquée, elle est résiliente, elle est complexe. Et ça peut amener beaucoup de choses, je pense, d'un point de vue personnel. Et je pense aussi qu'aujourd'hui l'Église, avec les crises qu'on connaît, écologiques notamment, elle se doit d'intégrer cette question climatique par souci de cohérence. Et on s'est rendu compte de ça parce que tous les gens à qui on a parlé de notre projet, en y incluant notre foi chrétienne, trouvent qu'il y a de la cohérence entre ce qu'on dit, ce qu'on croit et ce qu'on fait en fait. Et je pense que les églises ont tout intérêt à entamer une transition écologique au risque de devenir de plus en plus séparée du monde dans lequel elle évolue. Il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Et on n'a pas du tout la prétention d'en savoir plus que les autres. Hein. Moi, je ne suis pas du tout maraîcher, je ne suis pas agronome, je ne suis pas théologien, mais on a envie d'essayer quand même de voir où ce cheminement il va nous amener. On n'a pas envie de se ranger dans une catégorie. On a envie de pouvoir accueillir des gens avec des fois leurs envies, leurs besoins, puis que ça coïncide aussi avec les nôtres. Il faut que ce soit dans une certaine période. Mais je trouve important de pouvoir accueillir des gens qui ont besoin de se ressourcer aussi. Que ce lieu puisse inspirer, qu'il puisse... Quelle que soit leur croyance, leur foi ou quoi que ce soit, parce que finalement ce lieu il parle à tous. Et tous les gens qu'on a rencontrés, qui sont venus nous voir ici, la majorité, les 3/4, 90% n'étaient pas chrétiens, et pourtant ils ont ressenti les mêmes choses que nous on ressent sur ce terrain. Donc on trouve que même en n'ayant pas la même foi ou les mêmes croyances, on parle de la même chose. Et on peut appeler un Dieu de façon différente selon nos croyances, mais finalement on se retrouve parce qu'on ressent tous la même chose ici. Cette paix, cette beauté. Et dans cette société malade, entre guillemets, il y a une recherche de quelque chose de plus profond, de plus grand. Il y en a qui vont le chercher dans d'autres formes de spiritualité, d'autres religions, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, une évangéliste américaine qui disait que les gens en fait qui cherchent Dieu, ils vont pas à l'église. Et je trouve assez chouette de pouvoir accueillir des gens qui sont à la recherche de Dieu dans une ferme en fait, qui changent un petit peu de l'église et de montrer un petit peu quelque chose d'autre. Et puis c'est pas à moi de convaincre les gens que Dieu existe, que ma foi, pour moi, elle est réelle. Mais je pense qu'on est aussi appelé à semer des graines et après les gens repartent avec ça et que ça peut germer plus tard de leur côté. Et parce que je crois en un Dieu tout-puissant, j'ai pas besoin de tout contrôler en fait.
Il y a des choses que lui contrôle, que moi j'ai pas besoin de contrôler. Mais je pense qu'on a une part à faire. Et si on reprend dans la Bible tous les grands événements bibliques, l'homme est toujours inclus dans un processus, De décision. dans les décisions, dans tous les passages de la Bible qui parlent de miracles. Il y a toujours l'homme qui est inclus dans ce processus de faire partie de ce miracle. Et je pense que bien souvent, les hommes qui en ont fait partie n'en avaient pas forcément conscience, mais ils ont fait leur part et Dieu a fait le reste. Et je trouve que c'est assez inspirant en fait. Je pense un peu moins d'une semaine avant le confinement, je sortais faire des courses et je croise un type qui marche en direction de chez nous avec un âne qui tire une charrette. Puis je me dis waouh, ça a l'air d'être un sacré personnage, il doit avoir plein de choses à raconter. Et ça aurait été chouette de pouvoir le recevoir à la ferme. Et puis quelques jours après, le confinement est tombé, je reçois un message d'une amie qui était avec nous à la formation de permaculture il y a 3 ans. Il faut savoir qu'en France, on connaît très peu de monde, hein, donc étant donné qu'on est suisse, quelles étaient les chances pour que cet ami qui avait fait la formation de permaculture avec nous contacte pour nous dire que lui, il cherchait un endroit où atterrir avec son âne. Alors je le contacte, puis je dis si jamais tu veux venir te confiner chez nous, il y a de la place, il y a de la place pour ton âne, il y a à boire, à manger, donc t'es le bienvenu. Il me répond que c'est gentil, qu'il a trouvé un endroit où aller, mais que peut-être qu'il va venir nous voir, vu qu'apparemment on n'était pas loin, à 1 kilomètre de distance. Et il est venu nous trouver, puisqu'il devait promener son âne pour user ses sabots. Donc il est venu nous trouver, et puis en fait il était parti du Nord-Pas-de-Calais, et son objectif c'était de partir mourir loin de ses enfants, et en cours de route il est allé dans des écolieux, il a rencontré des gens, des projets qui lui ont redonné un petit peu cette envie d'en savoir plus, de vivre. De vivre, ouais. Il a retrouvé un peu ce goût à la vie. Et il a décidé de continuer son voyage. Il est venu passer quelques jours chez nous quand le confinement s'est arrêté. Et puis ça a été une rencontre extraordinaire. C'était... il y avait plein de similitudes entre ce qu'on a vécu, ce que lui il a vécu. On a pu partager plein de choses. Et ouais, on était triste en fait de le voir partir, parce qu'on s'est attaché à lui et à son âne. Et c'est vrai que c'est une personne avec qui il y a un lien qui est très fort, qui s'est créé. Et ça fait partie des aventures qu'on avait envie de vivre en venant s'installer ici en fait. Donc en plein coronavirus, c'était un peu un miracle de pouvoir vivre ça. Le temps s'est un peu suspendu pendant 2 mois, puis on savait pas qu'est-ce que ça allait donner pour nous après. C'était comme une espèce de message en fait, cette rencontre qui nous disait que vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, des aventures comme ça. Et après le permaculture a débarqué, donc on a aussi pu échanger beaucoup de choses avec vous. Et ça, je crois que c'est notre moteur en fait. C'est ce qui fait qu'on se lève tous les jours et qu'on a envie de continuer à avancer, même si des fois on rencontre quelques galères. Mais ça vaut tout l'or du monde en fait, des rencontres comme ça. Partout où tu regardes, c'est vert, et la beauté de ce lieu, c'est quoi? C'est ce calme, ces fleurs à chaque saison qui nous donnent des couleurs différentes. C'est le ciel bleu que tu regardes là-haut, les nuages. C'est les animaux qui se trouvent sur ce terrain, les insectes qu'on découvre chaque jour. C'est nos petits moutons qui nous font des papouilles là-haut. Il y a énormément de place laissée à la nature ici. À la vie sauvage aussi. Et quelque part, c'est ce qui fait que ce lieu est beau, c'est que la nature, elle nous le rend bien. On lui laisse la place, et puis
d'un jour à l'autre, il y a un nouveau spectacle Ouais. à admirer. Et tu peux la voir, la sentir, la respirer. Et puis de ces spectacles, il y a des choses à apprendre. Mm. Et ouais, on s'y sent bien. On s'y est senti depuis le premier jour où on était là en fait. Et on l'a retrouvé quand on est revenu dans l'idée de s'installer ici. Même les gens qui ne sont pas forcément sensibles à l'écologie ou à la nature, quand ils viennent ici, il y a un truc qui se passe, quoi. Mon rêve, c'est de pouvoir toucher des gens en dehors des murs de cette ferme, de grandir en fait, de regarder en arrière et de me dire waouh, tout ce que j'ai appris en chemin, ça valait la peine, quoi, d'y laisser toute cette sueur, toute cette énergie et de pouvoir un jour, peut-être si on a des enfants, leur laisser quelque chose avec des enseignements aussi, qu'ils puissent avoir une autre alternative à ce que le monde d'aujourd'hui propose. Je crois que c'est ça mon plus grand rêve. Ouais, je suis d'accord. Et moi, si on arrive par ce qu'on fait ici, toucher une personne qui va changer même un tout petit peu son mode de vie ou se dire tiens, il y a d'autres choses qui sont possibles, un peu comme le film Demain l'a fait pour nous, on aura gagné, quoi. Ça aura valu la peine parce qu'une personne peut avoir un impact énorme sur sa famille, sa communauté, son église ou son quartier. Donc il suffit d'une personne, il suffit d'une petite action pour changer beaucoup de choses. Et si on arrive à amener cette personne à aller dans cette direction-là, ça sera gagné, quoi. Si je mets de côté notre foi et que je parle vraiment de personnages qu'on côtoie, les châteaux, je pense, nos voisins, nos fameux voisins, je pense qu'ils sont une source d'inspiration de par leur patience, leur gentillesse, leur bienveillance et leur expérience. Et je pense que ces personnes-là sont vraiment une source d'inspiration. Après, toutes les personnes qu'on rencontre autour d'ici qui ont quelque chose à nous apporter, finalement, on est toujours preneurs d'enseignement et on ne croit de loin pas tout savoir. Et du coup, je crois qu'on se laisse beaucoup inspirer par toutes les personnes qu'on croise. Et vous aussi, finalement, toi, chaque personne qui nous visite, on prend quelque chose de la rencontre et puis on se dit tiens, ça c'est chouette, et puis on va pouvoir s'inspirer de l'expérience de chacun, quoi. Hein. Après, dans un autre registre, moi je pense que Jésus, pour moi, c'est une grande source d'inspiration. Le plus grand écolo du monde, on dit d'habitude. Ouais. Et je me souviens d'un passage dans l'évangile de Jean où il multiplie les pains et les poissons. Pour nourrir une foule. Pour nourrir une foule. Et il commande à ses disciples de ramasser les restes pour ne pas gaspiller, en fait. Et ça me rappelle que, comme le dit Dave Bouclès, un auteur théologien qui fait partie du mouvement Arocha, que Dieu est un Dieu zéro déchet. Et si on observe la nature, qui est sa création, rien ne se perd, tout se transforme. Il n'y a pas de déchets dans la nature, ça n'existe pas. Et on a envie d'en arriver là, mais c'est pas aussi simple que ce qu'on imagine. Mais c'est pas parce que le chemin est difficile qu'il faut pas essayer et continuer. Quand on sait qu'on est dans la bonne voie, dans la bonne direction, ça vaut la peine de faire les efforts et de s'accrocher, quoi. Mais c'est vrai que les voisins, c'est un bon exemple parce que eux, peut-être même sans rendre compte avec les années, avec toute leur expérience de vie, ils sont des exemples à la fois dans ce qu'ils pratiquent et aussi dans ce qu'ils incarnent. Ils vont jamais nous dire qu'on les dérange, ils vont jamais ne pas nous prêter main forte si on a besoin d'aide. Et ça, pour moi, c'est exemplaire parce que c'est ce qu'on est appelé à faire en tant que chrétien. Et malgré notre foi, des fois on se rend compte qu'on a encore du chemin à faire pour en arriver là où ils sont.
Donc c'est chouette de pouvoir bénéficier de leurs expériences et de leur savoir. Et c'est pour ça qu'on est, je pense, dans une phase où on observe beaucoup en fait les gens qui nous entourent, que ce soit les châteaux ou Yann qu'on a visité avant, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ces gens-là, avant d'arriver et de gonfler les pectoraux et puis de dire voilà ce que nous on fait, voilà ce que je sais faire. Ouais, je crois que la première leçon là, c'est l'humilité. Quoi qu'on fasse, où qu'on aille, ou quelle que soit la personne qu'on rencontre, c'est faire un pas en arrière et dire ok, moi je pars du principe que je ne connais rien, je ne sais rien et je suis là pour apprendre. Ouais. Et c'est grâce à ça qu'on a aussi eu l'occasion de beaucoup évoluer pendant cette année. Ouais. Donc pourvu que ça dure. À partir du moment où on n'est pas cavalier et puis qu'on y va petit à petit, qu'on commence petit en fait comme on nous l'enseigne en permaculture, ben on arrive à franchir des étapes. Après on prend confiance, après on apprend à maîtriser et puis après on peut aller un peu plus loin. Donc après c'est pas toujours sans une grosse dépense d'énergie au départ, hein. Et idéalement il faudrait essayer de se ménager aussi à ce niveau-là. Mais on y arrive. L'autonomie, ça veut dire apprendre à savoir faire, déjà, et puis faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Mais je trouve que c'est important de ne pas s'isoler complètement. Moi, j'ai pas envie d'être coupé du monde, j'ai pas envie d'amasser pour moi-même, j'ai envie de pouvoir aussi partager avec des autres. Les échanges de graines, partager des services avec les gens qui nous entourent, aller tondre les moutons pour aider un éleveur, et puis recevoir aussi des fois de l'aide en retour. Pour moi, c'est ça l'autonomie. Donc l'autonomie, elle doit forcément être collective d'une certaine manière. Même si on ne vit pas forcément avec d'autres sur le même terrain, l'autonomie, elle doit être collective. L'autonomie tout seul, ça n'a aucun intérêt à mon sens. Après, chacun a ses propres sensibilités. Mais... Il n'y a pas de volonté non plus de rejeter complètement le système. Parce que ce qu'on disait avec David, c'est que c'est grâce à son travail dans la banque qu'on est là. C'est grâce à encore une fois une banque qui nous a permis d'avoir un prêt. Donc ça serait hypocrite en fait de rejeter complètement le système. Et encore une fois, plutôt vaut mieux intégrer plutôt que séparer, quoi. Et on essaye de faire ça à fond, quoi. Intégrer tous les éléments, intégrer les gens parfois avec qui on a eu des problèmes de par notre changement de vie. Se dire qu'ils sont là pour une raison et d'apprendre de ces situations plutôt que de tout rejeter. Mais c'est important, je pense, d'inviter le système à changer. Je pense que de vouloir la destruction totale du système, c'est trop utopique. Et l'autonomie, oui, c'est collectif, mais ça nécessite aussi qu'on commence un petit peu à changer notre façon de faire, notre façon d'être. Donc ça ne veut pas dire que le monde doit rester tel qu'il est, que les banques doivent continuer les pratiques qu'elles pratiquent. Mais il faut que ça change un petit peu. Il faut qu'on réfléchisse différemment, qu'on réfléchisse constructif et pas capitaliste, quoi. Il y a encore du chemin. Sans blague. Mais tu vois, c'est intéressant parce que l'épisode du Covid, pour nous, nous a pas mal fait réfléchir sur cette question-là. Parce que ça a été un gros problème pour nos activités, un gros ralentissement. On savait que cette année serait déjà compliquée financièrement. Là, je vous laisse imaginer que c'est encore plus difficile. Enfin, de gîtes, d'accueil de touristes, d'accueil de groupes. On devait accueillir des églises, on devait accueillir des touristes et des formations en permaculture, entre autres. Et les enfants, on devait recevoir les enfants de Saint-Pierre-de-Frugy. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui étaient prévues, ça a mis un stop à tout ça. Et ce problème-là, le problème est la solution. Comme on l'apprend encore une fois
en perma, c'est de se dire, ok, là ça va pas jouer avec... si notre modèle économique repose uniquement sur l'accueil des gens ici, et qu'on ne peut pas recevoir des gens, ça va poser problème. Alors c'est là où on a décidé de revoir nos activités et pour être plus résilient, de proposer une offre en ligne aussi. Une formation en ligne dédiée, cette fois encore une fois plus aux chrétiens, mais qui est encore en cours de préparation, de montage, etc. Mais ouais, donc pour moi la résilience, c'est vraiment réfléchir en avant et se dire, voilà, en cas de problème, et ça a été un gros problème ce Covid, et assez inédit, donc ça permet de revoir pas mal de choses. Ouais. Savoir s'adapter, je crois que c'est la clé. Oui, ouais. Ici tout seul, ben oui, bien sûr qu'on est bien, mais c'est pas le but, quoi. Donc de pouvoir ramener un maximum de personnes et ouais, qu'on puisse faire vivre ce lieu à travers nos activités en accueillant plein de gens. Ouais, j'ai envie de... Lancez-vous. Moi, c'est mon message, c'est lancez-vous. N'ayez pas peur parce que nous, on n'y connaissait rien. On n'y connaît toujours rien, en fait. Mais c'est pas grave parce qu'on apprend et puis ensemble, on est fort, quoi. Et c'est pas grave si vous avez l'impression de rien connaître, c'est pas grave. Il faut juste y aller lentement, observer, y aller petit à petit et toujours demander de l'aide. Toujours demander aux gens autour de soi pour des conseils, demander aux experts, demander à nos aînés, demander à... Oui, continuer à apprendre et à... Non, je crois qu'il faut se lancer. Maintenant, il faut arrêter de se dire oh, mais je suis malheureuse dans mon travail, je suis malheureuse dans ce sens-ci, parce que telle et telle situation, telle circonstance. Non, maintenant, il faut, même à toute petite échelle, mais il faut y aller maintenant. Moi, je crois que ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être un petit peu... c'est peut-être un petit peu trop rêveur, mais je crois que la première chose à faire, c'est de commencer à apprendre à faire la paix avec tout ce qui génère des colères en nous. Et commencer par ça, et ensuite essayer de regarder vers la lumière, le positif, quoi. À partir de là, faut avancer, plus se retourner. Je crois que c'est Martin Luther King qui disait j'ai opté pour l'amour parce que la haine est un fardeau trop lourd à porter. Et moi j'étais quelqu'un de très très en colère avant. Et une des raisons qui fait qu'on a sauté ce pas et qu'on en est là où on en est aujourd'hui, c'est parce que j'ai à un moment donné décidé de laisser de côté cette colère-là. Et que ça vaut nettement plus la peine en fait. Donc je crois que c'est ça, et puis après le reste suit. Mais je pense qu'il faut commencer par ça, en fait, faire la paix. Éteindre la télé, fermer le journal et commencer à rêver un peu.